Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère. Allez, on se retrouve avec notre Fear and Greed Index qui est aujourd'hui à 23 ici dans la peur et le marketeur d'Orflow en recherche d'achat. L'extrait qui va suivre qui est tiré de la vidéo de Mon Bitcoin et mon couteau que je vous invite à voir en entier. Vous allez y découvrir certains objectifs de Vitalik pour améliorer notre monde. Des questions qui finiront toutes par être des sujets sociétaux dans un avenir plus ou moins proche, je pense. N'hésitez pas à me donner votre ressenti sur telle ou telle évolution pensée par Vitalik et pourquoi pas en débattre dimanche en live. Allez, je vous souhaite une excellente vidéo. C'était Zap Crypto. Vitalik Buterin et lui, ils sont aussi un peu dans les mêmes délires. Des délires geeks, des délires presque à la limite en fait de la science-fiction. Vitalik, un personnage étrange déconnecté du réel, c'est un crypto-philanthrope qui est obsédé par l'immortalité. Il a fait des donations en crypto-monnaie orientées vers la recherche scientifique, et parmi ces dons, on retrouve une véritable obsession pour l'allongement de la vie humaine. En 2018, il donne 2,4 millions de dollars au SENS, Research Foundation, qui travaille sur les biotechnologies de rajeunissement, ainsi que l'extension transhumaniste de la vie humaine, c'est-à-dire des humains à moitié machine, à moitié robot, des implants dans le crâne, un petit peu aussi comme à la Elon Musk, ce type de génie fantasque et spectaculaire, des visionnaires ou des cinglés. Vitalik Buterin, il a déclaré « Leur solution aux maladies du vieillissement, l'un des plus grands problèmes auxquels l'humanité est confrontée, est tout à fait conforme à mon objectif d'avoir un impact positif sur la vie de millions de personnes dans le monde. Supprimer la mort, c'est quand même un peu spécial. » Il a fait aussi d'autres tweets sur le sujet. Il a par exemple dit « Si nous sommes plus ouverts d'esprit pour accepter de nouvelles idées bizarres, puis-je suggérer une recherche anti-âge ? Le vieillissement, c'est une catastrophe humanitaire qui tue autant de personnes que la Seconde Guerre mondiale tous les 2 ans, et même avant de tuer, le vieillissement, ça affaiblit les gens et ça pèse sur les systèmes sociaux et les familles. Finissons-en avec le vieillissement, finissons-en avec la mort, pourquoi pas, hein ? Ça reste une idée quand même un peu bizarre. » Il a aussi dit qu'il prédisait un changement d'attention vers les biotechnologies, et l'objectif final, en gros, c'est de prolonger massivement la durée de vie en bonne santé et mettre fin complètement au vieillissement. Il veut devenir immortel, Vitalik. Je vous ai dit, il est spécial, hein. Mais il va encore plus loin, il a encore posté d'autres choses sur Twitter, comme Benjamin Minkou, hein. Des interventions, des tweets, de la communication un peu spéciale. Il a parlé des utérus synthétiques à la place des femmes. Et c'était au sujet des écarts salariaux entre les hommes et les femmes. Pour lui, le fait d'avoir du coup des utérus pour les femmes, ça créerait des inégalités qui seraient causées par le lourd fardeau de la grossesse. Et pour pallier la douleur physique et psychologique d'être une femme qui donne la vie et qui en plus est moins bien payée, eh bien Vitalik Buterin, il a une idée, ce serait de remplacer la grossesse biologique par des machines autonomes qui permettraient d'enfanter. C'était dans ce tweet ici. Voilà, c'est encore assez spécial. Je vous laisserai penser ce que vous voulez de ça. Bon. On est Radar qui nous dit quelque chose d'assez sympa. La population mondiale est milliardaire. Donc dans le monde, il a 3311 milliardaires. Si vous êtes l'un d'entre eux, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Avec une richesse de 11 800 milliards de dollars. C'est 11 800 milliards, hein, d'accord. Donc en fait, leur nombre a continué à croître. Ils sont 3%. Enfin, ils ont croîtu. Excuse-moi, complètement nul. Leur nombre a de 3%, tandis que la richesse a augmenté de 18%. Comment on dit ce verbe? Leur nombre a cru, non, cru, c'est pas le verbe croire, accroîtu. Bon, voilà, j'ai la honte, c'est bon, on peut pas, j'ai pas docteur français, bon, donc, je pense que vous l'avez vu. Donc là, ce qui est rigolo, c'est pour ça que j'ai vu cette charte-là, c'est qu'on voit les milliardaires par rapport au pays. Regarde, New York, par exemple, ville de New York, 138 milliardaires. San Francisco, 85, Los Angeles, 59, Sao Paulo, 34, c'est marrant, bon. Ils ont dû prendre le pognon de tout le monde. Nous, à Paris, 33. Ils ont mis Paris, même pas France. Non, c'est Paris. C'est marrant, ils ont mis Paris. Pourquoi ils ont pas mis les France? Ils sont tous à Paris, les milliardaires. Les 33 sont à Paris. Bon, d'accord. Londres, 77. Moscou, Istanbul, Dubaï, voilà, tout ça. C'est marrant. Hong Kong, 114 milliardaires. Je pense que c'est le gagnant des milliardaires. Ils sont quasi tous à Hong Kong. Voilà. En tout cas, ça, c'est marrant pour la culture générale. Ça, c'est marrant. Et puis, bientôt, il y en aura plus, parce qu'il y aura nous. Eh oui. Il est évident que la lutte contre les inégalités est l'un des sujets majeurs du XXIe siècle, la mission économique qu'il faut absolument réussir, au moins aussi importante que le changement climatique ou le maintien de la paix, 2 autres facteurs qui favorisent les pénuries et l'inflation et qui contribuent effroyablement à l'aggravation du phénomène.
Tout l'argent dépensé par les gouvernements pendant la pandémie pour soutenir l'économie a fini dans les poches des propriétaires de l'outil de production, c'est-à-dire les actionnaires. Ça n'a échappé à personne et surtout pas aux investisseurs, mais alors que les revenus de plus de 90% de la population mondiale ont reculé, les marchés boursiers se sont envolés et la fortune des milliardaires aussi. Bien qu'elle fasse partie des bons élèves en la matière, la France n'est pas épargnée. Plus 86%, c'est la hausse de la fortune des Français les plus riches pendant la crise, soit 236 milliards d'euros, presque autant que les recettes du budget de l'État en 2020, pour se faire une idée. Et puisqu'on en parle, la dette de l'État, elle, plonge de près de 300 milliards et avoisine les 3000 milliards d'euros. En 2022, selon Oxfam, il ne faut que les 5 plus gros de nos milliardaires pour rassembler 40% du patrimoine des Français, pendant que 14 millions d'entre nous vivent dans une situation d'extrême précarité et doivent avoir recours à l'aide alimentaire. Aux États-Unis, encore eux, l'économie la plus développée du monde, il serait plus de 36 millions à vivre sous le seuil de pauvreté. On ne parle plus de fossé entre riches et pauvres, mais entre riches et tout le reste de la population. Comment est-ce possible ? C'est assez choquant comme piratage. On a le président qui a communiqué sur le sujet. Il a dit effectivement, on s'est fait pirater. C'est la partie finance décentralisée qui s'est fait pirater. Il a essayé aussi de rassurer les investisseurs qui lui ont prêté de l'argent en disant écoutez, si vous nous avez prêté de l'argent, on peut vous le rendre, mais vous inquiétez pas, on a suffisamment d'argent. On a perdu, oui, en effet, 160 millions, mais on a plus du double en actifs qu'on gère encore. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Mais bon, on sent bien qu'il y a un peu de tension, mais au moins ils ont été transparents, ils ont communiqué. Après, ils avaient pas trop le choix, ça s'est fait sur la blockchain, donc tout est public et on va regarder justement la faille en question et l'adresse qui a été piratée. Regardez cette adresse, est-ce que vous voyez quelque chose d'assez étrange sur cette adresse? Par quoi ça commence? Ça commence par 7-0. 7-0, c'est en fait une vanity adresse, c'est les adresses qui ont été générées, qui pouvaient être générées avec l'outil Profanity dont j'ai parlé il y a quelques jours dans la vidéo sur Binance et piratage sur Ethereum. Et en fait, c'est un outil qui permettait de générer ce type d'adresse. Je vous avais dit, vous pouvez générer des adresses qui commencent par ce que vous voulez, votre prénom ou autre chose. Eux, ils ont choisi de générer une adresse il y a quelques années qui commence par 00000. Et en fait, toutes les adresses générées par cet outil sont piratables. Il y a eu une faille de sécurité révélée par OneInch sur le sujet. Donc eux, en fait, a priori, ils avaient bien connaissance de la vulnérabilité et du coup, ils avaient retiré en fait de cette adresse un certain nombre de choses. Mais il se trouve que malgré le fait qu'il n'y avait plus de token dans cette adresse était administrateur d'un coffre qui gérait énormément de crypto-monnaies et ils avaient oublié d'enlever cette adresse comme, on va dire, responsable de ce vault, de ce coffre. Et en fait, le pirate, c'est ce qu'il a fait. Il a du coup obtenu la clé privée de cette adresse et ensuite il a interagi avec le vault qui contenait 160 millions de dollars et il a tout récupéré. Et regardez, là, c'est l'adresse du pirate. Il y a bien 160 millions de dollars dessus. Le pirate, il a été, on va dire, il a été assez intelligent parce que pour ne pas que l'USDT blacklist ses adresses, il a tout déposé dans quasiment 114 millions de dollars dans une pool de finances décentralisée sur Curve, la tri-CRV, où en fait, il ne peut pas être blacklisté parce que ça reviendrait tout simplement à blacklister toute la pool et il y aurait trop de dommages collatéraux. Donc c'est inimaginable, on va dire, à date de blacklister toute cette adresse. En tout cas, ça mettrait vraiment à risque plein de choses. Donc il a tout déposé là. Il a aussi gardé de l'Ether, il a gardé du wrapped Bitcoin, mais voilà, une bonne partie des actifs sont dans la finance centralisée. On va voir maintenant comment il va réussir à sortir tout ça. Est-ce qu'il va rendre l'argent Wintermute parce qu'ils ont dit on peut considérer ça comme un white hat. Donc on peut, s'il rend tout l'argent, ils peuvent potentiellement lui rendre 10% par exemple comme récompense, on doit le laisser garder 10% en promettant de ne pas porter plainte. Mais en tout cas, ça montre voilà que les piratages, il y en a tout le temps. Même ceux qui gèrent des centaines de millions de dollars peuvent faire des erreurs qui leur coûtent plus de 150 millions de dollars parce qu'ils n'ont pas réagi à temps et correctement lors de l'annonce de cette faille qui a été publiée il y a quelques jours. Et du coup, en fait, on a des institutions qui ont, après cette analyse du CEO de Bitstamp, donc qui est une bourse d'échange la plus ancienne bourse d'échange d'ailleurs, qui est une très bonne bourse d'échange au Luxembourg, et qui d'ailleurs lui dit que les instituts attendent encore avant de se positionner sur les Ethers parce que ils préfèrent encore le Bitcoin. Enfin, c'est toujours un peu on préfère le plus connu mais je pense que quand ils auront compris réellement le business model d'Ethereum, ils iront plus sur Ethereum que sur le Bitcoin. D'autant que Ethereum ne pollue plus du tout et ça je pense que pour eux pour les instituts c'est vraiment c'est quelque chose de fondamental pour tout le monde. Je dis pas ça, mais je dis que
particulièrement pour les instituts qui doivent rendre des comptes, réellement, j'ai envie de dire juridiquement, sur leur empreinte carbone et de plus en plus. Mais on voit que la DeFi va de plus en plus en fait dans s'institutionnaliser. On sait que les instituts sont arrivés massivement dans le bull run de 2020. La SSI, elle pourrait intenter des procès à beaucoup d'acteurs crypto aujourd'hui. C'est très important ce que tu dis, Pete. C'est exactement ça. Parce qu'en fait, comme le domaine est complètement flou, j'ai l'impression qu'ils choisissent les projets qu'ils ont envie. Tu vois, là par exemple, l'Ethereum, il y a un truc qui vient de se passer dessus. Ils disent, bon, Ethereum, les gars, ça va être une sécurité. On est sur le domaine des États-Unis. C'est nous qui gérons parce que on a regardé rapidement. Tous les nœuds sont chez eux. Mais demain, ça va être quoi? Token non autorisé parce que ça rentre pas dans les clous de la réglementation américaine. Et après, t'as les gens qui arrivent et me disent, mais c'est quoi la réglementation pour les cryptos, les gars? Et la SEC, là, est-ce que ce serait pas pour ça, du coup, que Bankman, il est en train de faire tout ce qu'il faut pour rentrer dans les clous avec FTX? On parlait de centralisation. Là, FTX, en vrai, ça va devenir un broker ultra centralisé avec ce qu'ils veulent faire. Il a fait cette déclaration-là, Bankman. Il a dit qu'il voulait être l'exchange le plus réglementé au monde. Il ferait toutes les réglementations de tous les pays. Là, il vient d'avoir l'accord pour l'Europe. Ça serait le premier opérateur à avoir été validé par la SEC. Voilà, je crois que... Il n'y en a aucun autre qui l'a été, parce que Binance, c'est le PSAN, si je dis pas de bêtises. Il y a une bataille entre Binance et lui, t'as l'impression. J'ai dit, je suis le premier, ça y est, européen, toi t'as le PSAN, moi j'ai le SEC. Enfin, je pense pas que ce soit ça, mais en fait, il doit y avoir une petite bataille d'ego entre les deux. Ça permettra peut-être une ouverture au plus grand nombre, parce qu'aujourd'hui, le fait que ce soit décentralisé et un peu Far West, la plupart des gens qui se lancent, ils se font avoir d'une manière ou d'une autre s'ils savent pas s'en servir, alors que on en revient au même sujet. Ouais, mais je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que regarde Binance, la plateforme marchait très bien. À force de vouloir être réglementé, aujourd'hui l'expérience utilisateur n'est plus la même. Je suis désolé. Aujourd'hui Binance n'est pas le Binance que j'ai connu il y a 1 an pour moi, tu vois. Et FTX, ils prennent la même lignée. Ça veut dire que le FTX qu'on utilise aujourd'hui, qui n'est pas réglementé en Europe, lorsqu'il le sera complètement, donc là c'est en cours, on le voit bien, et on n'aura pas les mêmes utilisations d'FTX puisqu'ils proposeront plus les mêmes produits. La centralisation vient pas de la réglementation. De base, quand tu es sur un exchange, c'est déjà centralisé. Du fait qu'ils ont mis en place un KYC obligatoire, toutes tes transactions sont pistées. T'es plus en fait dans ce domaine où t'es sous les radars, tu fais ce que tu veux avec tes cryptos parce que tu passes par un point central. Ce que tu disais, David, sur la centralisation extrême des choses, et c'est bien et ça permet aux gens de se mettre dans le milieu. On en revient à ce débat-là, de savoir si il faut quelque chose de centralisé, s'il faut quelque chose de décentralisé. Et de base, les cryptos, elles ont été créées pour justement être décentralisées, en dehors des clous, et ne pas se retomber dans ces travers qui ont amené la crise de 2008. Un Bitcoin. Après, les autres cryptos, je suis pas sûr qu'elles aient été créées spécialement pour ça. Je pense que la DeFi, c'est loin d'être terminé et qu'il va y avoir pas mal de choses qui vont se développer autour de la DeFi justement pour celui qui ne veut pas être celui qui ne veut pas faire de KYC, celui qui ne veut pas être sur FTX ou Binance. Et je pense que la DeFi, c'est peut-être la porte de sortie pour cette décentralisation justement, pour ce retour aux sources. D'ailleurs, en parlant de régulation, on a la Thaïlande qui continue de se montrer hostile aux cryptos. En effet, l'agence de réglementation du marché local a émis une proposition qui pourrait potentiellement interdire à tous les acteurs du pays de proposer des services de prêt et de stacking ou tout autre service promettant un rendement, et ils interdiraient également de faire la promotion de services crypto, tout cela pour, je cite, protéger les utilisateurs. À savoir que la proposition est maintenant soumise à une audience publique qui se terminera le 17 octobre, et donc à cette date, nous saurons si cette proposition sera appliquée ou non. Et bien qu'il ne s'agisse que d'une proposition, elle démontre bien l'envie de la Thaïlande de vouloir imposer une réglementation très restrictive sur les cryptos, avec par exemple en ce début d'année une interdiction des paiements crypto pour l'achat de biens et de services, et ils ambitionnent également de donner plus de pouvoir à la banque centrale du pays dans le but d'accroître la surveillance sur les professionnels du secteur. Bref, la Thaïlande est loin d'être pro-crypto, et si cette proposition venait finalement à être adoptée, elle signerait la fin des places d'échange locales car les utilisateurs se tourneront vers la DeFi ou les exchanges à l'étranger pour faire fructifier leurs investissements. La guerre en Ukraine en direct, évidemment, ce n'est pas terminé, ça se complique même, on va dire, même si parfois on lit des news comme quoi, à la limite, dans quelques heures, c'est terminé. Non, ça se passe pas vraiment comme ça, et malheureusement, il y a d'autres conflits encore à côté, et aussi les conflits avec la Chine, qui s'arrangent pas du tout. La Chine avec Taïwan, puisqu'on se mêle un peu de leurs affaires, de tout ça, et les Américains s'en mêlent encore plus, puisque les Américains ce sont les grands patrons du monde, on le sait, et donc voilà, ils désirent commander un petit peu tout le monde et chaque pays, et quand ils vont quelque part aider quelqu'un, c'est parce qu'ils ont la main mise dessus, ils ont la main mise sur Taïwan.
et donc ils veulent surtout pas perdre ça. Et tout ça, ça nous pose quand même beaucoup de problèmes, et ça pose des problèmes aux gens qui sont dans ces conflits, évidemment, et ça je les plains tous, que ça soit en guerre ou pas de guerre, mais nous après, dans notre système à nous, dans notre économie, dans notre monde de la finance qu'on voit tous les jours, évidemment que tout ça, ça impacte un petit peu tous ces problèmes-là, et même si on ne maîtrise pas tout, on est forcé de s'informer un peu parce que ça joue vraiment, et en ce moment on le voit sur nos marchés, que ça joue énormément. Je voulais juste vous montrer une toute petite news très rapide. Ici c'est 1. La BCE demande aux banques de se préparer au pire. Donc soyez vigilants par rapport à ça. Il y a plein de choses en réalité très très loin devant nous, ou peut-être pas si loin que ça, qui sont en train de s'embriquer pour nous dire on va dans le mur, on va dans le mur, on va dans le mur. Il faut pas même si on est boule, même si on croit pas, même si on pense que c'est des FUD, il faut pas omettre en fait ce type de news là, parce que honnêtement, on dira dans 6 mois, mais tout le monde le disait. Et actuellement, on voit de plus en plus de monde le dire, en réalité, qu'on se dirige droit dans une récession, etc. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des jolies respirations de marché, ça veut dire que si on est sur entre guillemets, une récession, aussi infime soit-elle, mais mal anticipée par le marché, généralement, le marché s'équilibre violemment. Le marché s'équilibre violemment. Voilà, il faut le savoir. Généralement, ça monte doucement et ça crache violemment. Donc il ne faudra pas être surpris, puisqu'il y a de plus en plus, entre guillemets, de prise de parole sur la tribune, sur les échos, sur des trucs plutôt mainstream, plutôt que ultra spécialisés, qui peut être un petit peu compliqué vis-à-vis de ça. C'est la semaine majeure pour la Fed. La Réserve fédérale des États-Unis, qui, depuis le début de l'année, alors vous avez sous les yeux un graphique qui compare le taux d'intérêt directeur de la Fed en violet, l'indice S&P 500 en vert et le bilan de la Fed en bleu. Vous notez le rôle, l'action, l'impact baissier sur le marché action des taux d'intérêt de la Fed en hausse qui sont passés de 0 à 2,5 en 6 mois. La Fed maintenant, ce mercredi 21 novembre, prend une décision de politique monétaire. Le consensus actuellement à 82%. Alors, vous êtes ici sur le site de la Bourse de Chicago qui vous donne les probabilités implicites d'action de la Réserve fédérale des États-Unis. En clair, il s'agit en fait, c'est basé sur le prix des contrats futurs négociés à la Bourse de Chicago sur le taux d'intérêt des Fed Funds, c'est-à-dire les fonds que la Fed octroie aux banques commerciales américaines. À 82%, la probabilité de 3 hausses de taux d'un coup, c'est 82%. C'est-à-dire de 2,5 à 3,25. Il y a 18% de proba qu'on passe à 3,5, c'est-à-dire de 2,5 à 3,5. Si jamais la Fed fait ça, on coule. Le marché action et les cryptos. Le S&P va à 3006 et le Bitcoin à 14 000. En cas de bonne surprise, entre guillemets, seulement 3 hausses de taux, on peut avoir une probabilité non négligeable de tenir les 19 000. Mais il y a d'autres facteurs. Vous comprenez un peu l'enjeu quand même de cette semaine. Donc ça va être passionnant. Au niveau du bilan des banques centrales américaines, européennes et de l'inflation, donc inflation en zone euro beaucoup plus haute à 9,10 par rapport aux USA qui a dégonflé à 8,30. N'oublie pas que la banque centrale américaine a augmenté sa politique d'austérité c'est-à-dire le quantitative tightening, c'est-à-dire de sortir du pognon du marché. C'est pour ça que là tu vois une courbe qui commence à descendre, c'est tout simplement la thune de la banque centrale américaine. Donc le quantitative tightening, elle a commencé à le doubler. Donc là, ça veut dire baisser. Et là, les marchés, ils risquent de pas aimer. On fait très attention à ça. Vous avez sous les yeux quelque chose d'extrêmement intéressant. Alors, vous savez comment la Fed anticipe depuis un moment le fait de diminuer leurs avoirs. C'est ce qu'elle nous dit en tout cas, c'est qu'elles vont vendre leurs actifs, etc. Et ils étaient prévus donc qu'ils ne diminuent ceci de... là, on est à peu près à 9 trillions de dollars ou quelque chose comme ça. Et ils ont prévu récemment de faire diminuer ça vers les 7 millions de dollars, un truc du style, vers la fin d'année ou même celle d'après. Bref, de toute façon, les chiffres ne sont pas les plus importants ici, car ce qui nous intéresse au contraire, c'est ce qui a pu se passer précédemment. Et si jamais la ligne bleue est bien entendu le bilan financier de la Fed avec les montants de leur bilan. Enfin voilà. Donc ce qui s'est passé précédemment lorsqu'ils ont prévu ou même promis qu'ils allaient commencer à diminuer leurs avoirs, déjà on peut jeter un œil à ce qui s'est passé juste après la crise financière en fait. Donc juste ici après la récession, ils ont dit OK, là on va commencer à faire diminuer tout ça, ça va plus du tout, on veut se débarrasser d'actifs de notre bilan financier. Et ils avaient projeté donc de faire diminuer ceci de 2 trillions de dollars pour revenir à, ça fait quoi, ça peut-être 1,2 trillion de dollars, un truc du style. Donc ça c'était leur estimation. Et que s'est-il passé? Eh bien
ils ont immédiatement dû recommencer à imprimer de l'argent à nouveau, et boum, leurs investissements ont redécollé immédiatement, au contraire. Mais ok, à ce point, ils ont déclaré à nouveau qu'ils comptaient faire diminuer leurs actifs, voilà leur projection de 2011 sur la ligne orange ici, ils ont dit, ok, maintenant on va diminuer nos investissements, et voilà vers où on va aller, on va rechuter de à peu près 3 trillions de dollars pour revenir aux 2 trillions. Voilà donc à quoi ressemblait leur projection, et que s'est-il passé au final? Hop, encore une fois, on a eu une nouvelle poussée, et ils ont imprimé encore plus d'argent. Mais bon, allez, on leur laisse le bénéfice du doute, peut-être que c'est une coïncidence, et voyons pour ça la ligne mauve avec leur prédiction de 2012 cette fois. Voilà leur projection, et que s'est-il passé après? Hop, encore énormément d'impression d'argent, et même juste ici, en fait, en plein milieu de cette énorme phase d'impression, ils ont tenté de nous faire croire qu'ils allaient diminuer le montant d'argent, qu'ils allaient ajouter dans l'économie. Genre, ok, on va un peu remonter, mais ça ne sera pas trop violent, ne vous en faites pas. Voilà ce qu'ils ont dit avant qu'on ne remonte plus que jamais, une fois encore. Ensuite, on a encore un truc intéressant ici en 2018, et cette fois ils ont dit, ok, cette fois c'est la bonne, on va vraiment commencer à gérer tout ce bazar et faire diminuer tout ça, on ne va plus imprimer davantage d'argent. Voilà donc la projection qui disait qu'on allait rechuter de 4,5 trillions de dollars à peu près, pour revenir à 3 trillions de dollars comme on le voit ici. Et qu'est-ce qui s'est passé au final? On a simplement vu le plus gros montant d'argent être imprimé de toute l'histoire. Donc ça nous montre simplement que lorsqu'ils viennent nous parler de projection, qu'ils ont un plan qui est prêt pour faire diminuer leur bilan, etc., eh bien l'histoire nous montre avec cette preuve irréfutable que la Fed ne fait pas ce qu'elle dit qu'elle va faire. Maintenant, est-ce que cette fois va être différente? Parce que bien sûr, ils font pas ça exprès d'un autre côté. Peut-être que oui, honnêtement, mais sachez juste qu'on a 5 exemples précédents qui nous montrent que lorsqu'ils disent quelque chose et qu'ils veulent arrêter d'imprimer de l'argent, eh bien ça ne fait qu'accélérer le processus à chaque fois. Finalement, ça n'a même pas ralenti, c'est devenu pire à chaque fois, donc voilà. Ça nous prouve donc qu'ils ne contrôlent pas vraiment la situation autant qu'ils le voudraient, c'est malheureux. Maintenant, au court terme, bien sûr, on pourrait voir avec le meeting du FOMC de demain qu'ils vont être peut-être super agressifs, justement, en raison de tout ça, parce que on a des preuves historiques juste ici. Alors dites-moi tout ça en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous croyez qu'on pourrait réellement les voir agir cette fois-ci, ou est-ce qu'ils vont retrouver leurs vieilles habitudes et que, simplement, on va recommencer à imprimer plus d'argent que toujours, une fois encore, ce qui ferait bien entendu monter les marchés, mais bon, c'est peut-être pas top pour l'économie en termes généraux. Le marché fait le raccourci en disant « Ah, la Fed a déjà augmenté les taux », et là, tout ce que tout le monde est en train de guetter, c'est quand elle va baisser. Quand est-ce qu'elle va attaquer les baisses de taux? Et on l'a vu, le FOMC, Powell, etc. nous dit que c'est pas du tout à l'ordre du jour, et nous dit qu'il est conscient que ça va ralentir l'économie, il est conscient que ça va peut-être augmenter le chômage, etc. Mais aujourd'hui, je sais pas, toujours pareil, le marché ne veut pas voir. Je trouve, moi, mon sentiment aujourd'hui, c'est que le marché ne veut pas voir, le marché attend les baisses de taux, le marché price les baisses de taux, le marché fait des grands rallyes baissiers, parce qu'il parie sur une baisse du CPI, sur une baisse de l'inflation, donc une baisse de taux rapide. Et ce qu'on est en train de voir là, c'est qu'il y a une espèce de prise de conscience ces dernières semaines, je dirais, et surtout depuis la rentrée, et aussi corrélé au fait que depuis la rentrée, forcément, les acteurs plus gros et plus institutionnels sont aussi de retour. Il y a une prise de conscience de ok, en effet, peut-être que ça va durer. Peut-être que l'inflation va coller plus que prévu, on va le voir. Et peut-être que forcément, du coup, la baisse des taux ne va pas intervenir aussi rapidement, voire même pas du tout cette année, voire même pas du tout l'an prochain. Et on commence à parler de 2024-2025, ce qui était complètement hors de question il y a quelques mois. Complètement hors de question. Il y a 6 mois, la Fed elle-même disait que l'inflation était transitoire, qu'il n'y avait même pas besoin d'augmenter les taux, on les augmentera peut-être de 0,25 ou 0,50, mais ça va passer, c'est normal, c'est un contre-coup du Covid, etc. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse, le discours. Et le marché est en train aussi de s'adapter à ce discours-là. Résumé sur cet aspect taux et cet aspect banque centrale, je sais que je ne vous parle que de ça sans arrêt ces jours et que ça devient un tout petit peu lourd, et je vous rassure, c'est également très lourd pour moi. Alors je pourrais vous parler de Ford qui a toujours des problèmes de chaîne d'approvisionnement et qui a perdu 4% after close hier soir à cause de cette annonce. Je pourrais vous parler de tout le secteur Covid, de tout le secteur vaccin Covid qui s'est fait démonter hier parce que monsieur Biden a dit que le Covid c'était fini. Pas forcément d'accord avec l'OMS, mais pour l'instant, force est de constater que la seule chose qui intéresse les gens, c'est quid de la Fed demain soir. Donc pour l'instant, on va rester là-dessus. Et puis on va continuer à faire de la psychologie boursière, puisque pour l'instant, c'est la première chose qui nous intéresse dans les marchés financiers. Historiquement, à chaque fois que les taux d'intérêt ont fortement monté ou se sont maintenus sur des points hauts, le marché crypto a baissé. Et à chaque fois que les taux d'intérêt ont fait le contraire, soit se maintenir sur un niveau bas, soit baisser, le marché crypto a monté.
Le meilleur taux d'intérêt à suivre pour anticiper celui des banques centrales, c'est le taux d'intérêt souverain des États importants, le taux d'intérêt sur l'échéance de 2 ans. Alors, j'ai justement préparé cette illustration où vous avez donc le cours du Bitcoin en bougie japonaise hebdomadaire sur une échelle arithmétique, c'est important, d'ailleurs normal, donc arithmétique, et le taux d'intérêt du Trésor public américain à 2 ans. Toutes les phases haussières, par exemple la phase de 3000, ici d'abord à 14 000 puis à 70 000, c'était la chute du taux d'intérêt à 2 ans. Ensuite, toute la phase haussière de 3 000 à 70 000, ça a été la phase de taux zéro du Covid. Entre mars 2020, novembre 2021, c'était les taux d'intérêt à zéro. Et la chute du cours de Bitcoin, ça a été la validation sur le taux d'intérêt à 2 ans de cette structure en rounding bottom et l'envolée des taux d'intérêt, la chute du cours du marché crypto. Alors maintenant, concentrez-vous s'il vous plaît sur la courbe du cours du Bitcoin aux données hebdomadaires. Vous voyez bien que il s'est stabilisé sur l'ex-record historique. Il y a 3 hypothèses. On fait un range entre 19 et 25 qui dure longtemps. On fait un double bottom, c'est-à-dire qu'on dépasse les 25, on va à 30, 32, on casse 19, on va à 14. Voilà. Donc 14, trading range 19, 25 ou 32. Voilà, ça c'est ce qui nous attend. Maintenant, le MACD, lui, il est toujours bullish, il est passé bullish quelque part dans cette zone, quand on a été chercher les 25 000 $. Et malgré la chute, il nous a toujours pas donné de signal baissier. D'ailleurs, c'est pour l'instant le seul indicateur qui est bullish. Tous les autres, ils sont plutôt bearish. Vous voyez qu'on est venu, on a eu le croisement haussier, on a eu la validation qu'on est repassé au-dessus de la zone de survente, un pullback et on repart à la hausse. Et vous voyez que pour l'instant, on n'a aucun signal baissier. Sur le MACD, on a eu le croisement, les belles bougies vertes, et pour l'instant, vous voyez qu'on n'a pas de signal baissier. Donc, il n'y a pas de confirmation baissière. Donc, c'est pour ça qu'il faut jamais paniquer et qu'il faut éviter, surtout si c'est pour du moyen long terme, de regarder les petits time frames et se concentrer sur les gros time frames. Sur les gros time frames, ça nous dit quoi? Qu'on tient toujours le gros support, qu'on est toujours dans un mouvement bullish, donc on panique pas. Si par contre on clôture en weekly ici et qu'on a les confirmations baissières, là bien évidemment il faudra s'attendre à une nouvelle jambe baissière pour aller rechercher potentiellement les 14 000 $, voire les 12 000, voire même 12 500 $. On part en weekly et vous le voyez ici à l'écran sur les moyennes mobiles qui sont, et je vais vous le montrer ici, la 50 et la 100 en weekly. À chaque fois que précédemment on a eu ce croisement qui est ici symbolisé par la petite croix bleue, eh bien c'était la fin du bear market, en tout cas dans les différents crashs précédents. On va retourner ici sur l'année de 2018 à 2019, pas très compliqué à la compréhension. Première croix bleue par rapport aux 2 moyennes mobiles que l'on voit ici en 100 et en 50, le crash avait été connu, le bottom avait été connu. Par après, on retourne également sur l'année ici de 2014 à 2015. Même chose, première petite croix bleue ici, premier croisement des 2 moyennes mobiles, et qu'est-ce qu'on retrouve? Également un dernier bottom qui avait été exprimé. Là maintenant d'ailleurs, la phase qu'on connaît actuellement sur le BTC, c'est-à-dire une accumulation possible, parce que si c'est pas une accumulation, c'est une continuité de chute, c'est juste une continuité de chute comme je l'ai dit, mais c'est-à-dire que on pourrait peut-être se retrouver dans quelque chose d'assez horizontal, comme suit, faire bel et bien des fortes corrections, aller rechercher très proche du précédent bottom, sans jamais pour autant le dépasser. Hop, Ethereum qui est juste ici. Donc, Ether. Alors, rappelez-vous, on avait parlé de la zone des 1280 $ qui était hyper importante parce que c'était le retest de la ligne de coût des structures type W ici, donc on est venu retester ça au dollar près. Donc maintenant c'est chose faite, c'est hyper bien, donc on est venu à 1279 $. Super, donc ça y est, c'est fait. Bon, il reste peut-être une ligne de coût à retester, celle des 1275, mais bon, le marché peut ne pas y aller, bien évidemment. Pas encore de signe de bottom ici, donc c'est une zone de support assez fort, donc c'est normal d'avoir un rebond. Maintenant, il n'y a pas de signe de reprise, parce que bon, quand on voit un petit peu la dynamique du prix, c'est vrai que c'est pas hyper bullish de s'être mangé cette grosse structure type M, c'est dommage. Ce qu'il faudrait, c'est essayer de poser quelque chose comme ça ici pour se dire, ok, comme ce qui a été fait ici, vous voyez, on pose un bottom, essayez de le refaire ici pour pouvoir remonter par la suite et pouvoir retracer plus. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc passons ici sur Ethereum. Pour les acheteurs qui font du DCA, comme je disais déjà, c'est des zones assez intéressantes. 1280, c'est plutôt pas mal. On est revenu aussi dans le creux au niveau du volume profile. On en parlait de ces zones-là. Bon, maintenant, on y est revenu. La zone s'étend encore jusqu'au 1250, donc faudrait pas être étonné si on peut réattaquer un petit peu au sud sur Ether et voilà, retourner un petit peu plus bas.
Pour l'instant, il n'y a pas de signe de bottom ici, donc le marché peut continuer de chuter. Aussi, ce qui peut arriver, c'est simplement faire un rebond et suivre la dynamique, creux et sommet descendant. Et c'est ce qui a le plus de chances d'arriver, d'ailleurs, hein, tant qu'on ne voit pas de structure ici, c'est-à-dire en fait suivre la dynamique majeure qui est maintenant redevenue baissière. Par contre, si on voit un marché qui arrive à se former, enfin à former quelque chose comme ça, là, pourquoi pas repasser sur quelque chose de plus haussier. Donc vous voyez, il y a besoin aussi de plus de développement que ça sur Ethereum pour redevenir plus bullish, ok? Je sais pas si vous connaissez l'histoire, il y a que 10% des gens qui gagnent, mais en réalité non, c'est 1%, et en réalité non, c'est 1% des 1%. Et c'est pas évident de se dire que ça va être compliqué et que être au-dessus de la moyenne, ça suffit pas. Voilà, il faut être le meilleur du meilleur, il faut éliminer tous les trades de merde, il faut purifier son trading, il faut non seulement avoir la connaissance, ok, c'est bien beau, t'as de la connaissance, bah tu vas quoi? Question pour un champion du trading, connaissance générale, ah là là, mais moi je sais c'est quoi Ishimoku, ou alors, ah là là, je sais, ah dis donc quand MACD va à 0, ça fait un beau signal, super. Ah ouais, maintenant comment t'es riche avec ça? Comment tu fais ton plan? Comment tu vas l'exécuter proprement? Comment tu fais pour ne pas overtrade? Comment tu fais quand tu as un trauma qui t'empêche d'appuyer sur le bouton? Comment tu fais quand tu as le trauma du bull market précédent qui te fait croire qu'à chaque bougie verte, ça y est, c'est la reprise et que tu vas faire x1000 sur ton shitcoin qui de toute façon va s'arrêter au moment même où l'idée vient au moment de ta tête. Oh putain, ça y est, c'est la bonne, et t'es mort. Thomas Dodge, ça on en a parlé plusieurs fois, donc je fais pas de pub du tout, mais la prévente est terminée, 19 millions de dollars levés en 8 semaines, maintenant bientôt on va le voir sortir sur les plateformes, et là à ce moment-là, pareil que l'autre, il va falloir faire attention mes amis, c'est peut-être très bon, on verra, faut le suivre, faut le suivre, mais faut agir comme il faut au bon moment, sinon on part la tête dans le mur. Synergy Land, c'est un jeu ARPG multijoueur blockchain actuellement en développement par Synergy Games. L'histoire se déroule dans un monde fantastique divisé entre 4 écosystèmes, chacun basé sur les éléments suivants, la terre, l'eau, le feu et la glace. Le joueur jouera le rôle de différents types de héros, explorant des donjons jusqu'à 4 joueurs qui entreprendront une grande aventure contre des créatures très puissantes, en utilisant un système de sorts permettant aux joueurs de combiner des éléments pour lancer des sorts, créant de nouvelles synergies plus ou moins efficaces et dangereuses. Si je vous en parle ce mois-ci, c'est tout simplement parce que la démo jouable vient de sortir. J'ai eu l'occasion d'y jouer, vous pouvez d'ailleurs voir mon gameplay de Pro Gamer en fond. Franchement, c'est très propre visuellement et en coop, ça peut être vraiment fun. Le jeu manque de dynamisme par contre, j'espère qu'ils vont corriger ça au fil de l'évolution du jeu, mais c'est prometteur. J'ai mis 12 minutes pour finir la démo, donc si vous voulez tester, n'hésitez pas, c'est assez rapide. Au niveau des petites informations croustillantes sur le gameplay, on retrouve la future possibilité de créer et personnaliser son personnage avec des capacités et des sorts divers et variés, de sorte que chaque joueur soit différent. La possibilité d'acheter une île sur laquelle vous allez pouvoir craft des meilleurs items, faire pousser des ingrédients et vous occuper de vos animaux. Il prévoit pour le moment 4 biomes et évidemment des ennemis différents dans chacun. Chaque donjon sera généré aléatoirement, donc le jeu aura une forte rejouabilité et vous allez pouvoir choisir parmi une centaine de pets pour vous accompagner dans vos fights. Pour ceux qui n'ont pas trop le temps de jouer, le système a l'air assez bien pensé avec de l'endurance. Un personnage, probablement en fonction de sa rareté, pourra rentrer seulement un certain nombre de fois par jour dans un donjon et les donjons seront en permadeath. Donc si vous mourrez, il faudra dépenser une stamina supplémentaire pour relancer le donjon dès le début. Même chose pour la coop, si un de vos mates meurt, il ne réapparaîtra pas. C'est très cool pour créer un sentiment de difficulté, je trouve. Bref, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer. Alors, ce zap t'a plu ? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.